Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi, Cliff. Allô Cliff, comment ça va? Hey, salut, ça va bien, ça? Oui, ça va très très bien. Moi, On ça va va essayer super quelque bien. chose de nouveau en fait aujourd'hui. On va faire un premier top 10. Donc, en fait, chacun, on va nommer un top 5 chacun en fait. Puis, Ouais. on va commenter, on va argumenter un petit peu et on va en jaser justement. Donc, premier essai justement dans la conception, une capsule de top 10. En fait, aujourd'hui, ça va être un top 10 de nos films préférés. On n'a pas nécessairement un ordre précis. On va juste nommer chacun un à tour de rôle, un de nos films préférés. Puis on va discuter, argumenter justement sur chacun des titres qu'on va présenter. Donc, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Ah, entièrement, j'ai bien hâte parce que c'est la première fois que je fais un top 10 qu'on parle pas de bouffe. Alors, Pas de juste bouffe? Bon, pas de parfait. bouffe, parce que normalement, dans mes anciens top 10, c'était juste de la bouffe. Fait que OK. là, on Ah, ben, parle cinéma, ça on pourrait parle être un film. film, parce que ça pourrait être un film de bouffe. Je ne le sais pas. Peut-être. À Regarde, suivre. c'est sûr que je vais inclure de la bouffe là, quelque part là-dedans, c'est sûr et certain. Donc, mais on va commencer justement avec ton premier choix. Veux-tu le nommer? Ouais, mon premier choix, puis il faut que je dise que mes critères de pourquoi que c'est mes films préférés, c'est des films que si ça joue à la télé ou peu importe, ou que c'est une journée pluvieuse, il n'y a, y a pas de câble, il n'y a pas de satellite, j'ai pas de misère de mettre ce film-là. Mhm. Aussi, ma sélection de films, c'est la saga de Star Wars, mais c'est pas n'importe quel. Pour moi, c'est l'épisode 4, l'original. L'original. Euh, je l'ai en plusieurs copies d'ailleurs. Je l'ai en Laserdisc, en Ah oui. VHS, VHS, DVD, Blu-ray. J'ai le même L'épisode coffret. 4. J'ai le même Ah, ben, coffret et là, que j'ai le toi. coffret, Ouais. justement. Fait que, Fait que, non, c'est un de un classique. Il faut que je dise que c'était peut-être ma gardienne préférée, ou c'était le truc de ma gardienne préférée quand j'étais jeune, parce qu'elle me mettait ce film-là, puis c'est sûr qu'on me perdait pendant quasiment 2 heures, là, que la durée du film, là, ouais, puis je ouais, le ouais. rejoins en boucle, là, à plusieurs reprises. Ben, Euh, il a fait quand- aussi tellement évoluer le cinéma aussi, ce film-là, là, au niveau des je films pense de que c'est le film science-fiction. qui m'a fait apprécier le cinéma tel que la grandiose, là, tu sais, le gros spectacle, le son, la trame sonore de tous les musiques, m'a fait tomber en amour, si tu veux, avec John Williams puis tout ce qu'il fait. Oui. C'est Euh, que dire de lui, là, c'est simplement un magicien là, avec ce qu'il fait. Mais quand ils ont ressorti épisode 4 au cinéma en 97, tu sais qu'on pouvait le voir là 20 ans plus tard, mais là vraiment au grand écran, c'est pas une petite télévision, ben, une petite télévision. On avait un 32 pouces là, chez nous là, parce que dans le temps un 32 pouces bon, c'était la oui, c'était grosseur gros à des l'époque. TV. Ouais. Mais non, tu sais, au grand écran, voir ça en full, parce qu'on s'entend, en 77, là, j'étais pas. J'étais né, oui, mais j'avais pas l'âge pour aller au cinéma. Mais non, Star Wars, là, épisode 4, mais dans l'époque, c'était même pas épisode 4, c'était juste tout simplement Star Wars. Fantastique comme film, de A à Z. Je pense juste la minute que tu vois le navire de l'Empire, là, le Star Destroyer qui passe sur Ouais. l'écran pour la première fois, là, ça, c'était mon moment auquel que j'étais comme wow, que dire. Fait que, Puis moi aussi, j'ai été le voir en 97 là, au cinéma, ce film-là. Puis un petit peu avant que le film sorte justement au cinéma, c'était pas en 97. Il faisait la promotion du film au cinéma aussi, genre peut-être quelques semaines avant, je me souviens plus, j'avais été voir un autre film et on voyait la bande-annonce qui disait Star Wars revient au grand écran pour une nouvelle génération. Puis il disait qu'il y a une génération complète qui l'ont vu juste à la télévision. Puis sur l'écran géant du cinéma, il y avait juste mis une petite ouais, télévision. oui, oui. Puis là, maintenant, tu vois, ça explose. Le gros logo de Star Wars apparaît à l'écran, puis là, avec toutes les améliorations qu'il présentait à l'écran, les nouveaux effets spéciaux qu'il avait mis. Donc, je me souviens de ça. C'était assez spectaculaire, j'avoue. Là. Oh, absolument. Je pense, même au cinéma, je pense que je l'ai vu au moins une vingtaine de fois. Puis j'exagère pas, là. Je pense au moins.
vingtaine de fois, puis là, on parle de la saga au complète à l'époque, parce qu'il n'y avait même pas l'épisode 1, 2, 3 encore. Pas encore, non. C'était juste pour voir les nouveaux effets aussi, non? Parce que ILM avait sorti là, des effets spéciaux, surtout avec l'Empire contre-attaque, puis Return of the Jedi, ils ont même ajouté des scènes supplémentaires. Alors, exact. Moi qui avais déjà vu le film, ou les films à plusieurs reprises, il fallait que j'y retourne encore une fois pour les voir. Mais non, épisode 4, non. Ah! Très bon choix, très bon choix. Merci. Donc, je vais y aller avec mon premier de mes 5 choix. En fait, j'ai le coffret ici de Retour vers le futur. C'est la trilogie que je vous montre ici. Et j'ai même le coffret ici, c'est l'édition Blu-ray 35e anniversaire spécial. Et on peut même, avec le petit bouton, on peut l'allumer. Le convecteur temporel, donc c'est assez cool. Mais en fait, je voulais parler, moi, de Retour vers le futur 2. Puisque c'est un film que j'ai eu la chance. Le premier, je l'avais vu de nombreuses fois à la télévision et tout. Et le deuxième, j'ai eu la chance de le voir 2 fois au cinéma. Et j'avais vraiment adoré. À la base, le thème du voyage dans le temps, c'est mon thème favori. J'adore découvrir toutes les histoires, découvrir, genre aussi, est-ce que toute la logique d'une histoire d'un voyage dans le temps est respectée? Est-ce que tout fonctionne? Toutes les scènes, ça correspond? C'est ça que j'aime aussi découvrir dans ces films-là. Et le 2, je le préfère au premier et au troisième parce que justement, il voyage un peu partout. Il voyage à différentes époques, puis comparativement au premier, qui c'est juste en 1955, et il revient. Le troisième, oui, il y a un petit mélange là, entre 1955, 1885 et revenir en 1985, mais le 2, il y a vraiment des changements, les impacts que ça a aussi, tous ces voyages-là. Donc, on voit la répercussion. C'est pour ça que j'adore le deuxième. Il y a peut-être juste une petite anomalie dans le deuxième, c'est que quand que Biff retourne en 1955 pour se donner l'almanach, c'est impossible qu'il revienne en 2015 à l'époque normale. Mais dans une scène supprimée, par contre, c'est comme un peu expliqué, même si c'est pas parfait. Je ne sais pas si tu avais vu cette scène-là, c'est que Biff revient, il laisse la DeLorean, mais il disparaît. Comme quoi c'est illogique. Fait que c'est presque correct, mais il n'aurait jamais pu ramener pareil la DeLorean en 2015, mais ça reste que c'est quand même un film que j'adore. Donc, est-ce que tu aimes ça, toi, les films de Retour vers le futur? Ben, regarde, je vais faire un petit coup de pouce parce que regarde donc ce que j'ai, moi. Ben, c'est donc ça. Je suis un peu jaloux parce que tu as le petit flux capacitor là, dans ton. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai juste. Regarde, j'ai un velcro. Hein? C'est pas tout à fait pareil. Mais c'est quoi? C'est dans mon top 5. Mais moi, c'est le premier. C'est le premier. Puis, juste parce que j'aime bien le retour de. Le premier, c'est à cause que c'était si simple comme histoire. C'est juste 85, tu retournes en arrière, c'est de voir tes parents, veux pas, là, leur adolescence, puis c'est comment bizarre que ça aurait pu être, et de retour au présent. Le deuxième, j'adore, mais le deuxième, je peux pas l'écouter sans faire la suite avec le troisième. Oui, pour moi, le 2 et le 3, c'est un film. Ben, ils ont été tournés en même temps aussi. Mais c'est justement, ils ont été filmés en même temps. C'est pour ça, dans ma tête, si tu regardes le 2, il faut que tu regardes le 3, forcément. Oui. Parce que ça s'enchaîne tellement bien. Mais, regarde, j'en profite de parler du premier aussi. Là. Mais non, le retour du futur, là, c'est, encore une fois, c'est la musique, l'histoire, puis comme tu dis, le concept de retourner dans le temps. Là, je ne sortirai pas Bill and Ted, là, puis des affaires de genre. Mais tous les films là, qui font un petit retour dans le temps, là, comme les Star Trek, il y a d'autres films sur ton, je ne vais pas voler ton punch, mais dans ton top 5, qui fait un petit retour dans le temps aussi. J'adore le concept. Puis tu as dit la petite anomalie, je vais t'en nommer une, puis je suis sûr que tu le sais. C'est la blonde de Marty McFly, à un moment donné. Entre le premier et le deuxième, c'est plus la même actrice. Alors, se l'es-tu aperçu? Je ne sais pas. Oh oui. Pas toi, mais je parle de Marty McFly comme. Ah! J'aurais aimé ça qu'ils disent un petit clin d'œil, là, dire comme. Il me semble qu'il y a quelque chose qui a changé, là. Tu sais, parce qu'ils ont passé, je me souviens plus le nom de l'actrice, mais
La deuxième, c'était Vous les Little avez... Shoe. Oui, j'ai comme un blanc pour la première. On va regarder, peut-être. Ben ouais, je devrais regarder dans le coffret aussi. J'ai un blanc. Je sais plus. Pourquoi? Non, désolé. Bah, c'est pas vraiment grave. Là. Ouais. C'est Mais c'est ça, la blonde de mais Marty dans le mais premier c'était film. Donc, voilà. le petit changement. C'est-tu à cause qu'il est retourné dans le futur qui a changé, ou dans le passé qui a changé un petit quelque chose que sa blonde n'est plus Jennifer, c'est plus la même Jennifer. Là. Exact. Mais Mais il non, mais pouvait pas, il pouvait pas justement avec comment je pourrais dire, vu que c'était une continuité et que la première scène du 2 et la dernière scène du premier, ouais, il n'aurait pas pu faire une référence comme ça. Là. Peut-être plus loin dans une scène plus plus loin, tard, là, là, ouais. mais non, Mais j'avoue, regarde, mais des petits détails, là. oh oui. Mais non, mais encore là, le deuxième, ton choix, c'est excellent. J'aime même voyons, comment tu l'appelles, là, Michael J. Fox, sa Ouais. performance dans le film. Comme son fils ou sa fille. Même Ah oui, oui, Clément. les plusieurs rôles qui interprètent dans le deuxième, là, C'est ça, ouais. l'incarnation de ces rôles là, sont fantastiques. Fait que, non. Puis, pour une anecdote pour le premier, en fait, Oui, c'est que ben, il y en a deux. Comme l'anecdote qui n'était pas justement, l'acteur, c'était pas le premier acteur qui avait été sélectionné, justement. ouais. C'était, voyons, j'ai un blanc. Oh my Voyons, God. comment il s'appelle? Je- Euh, je j'ai un blanc, comment il s'appelle? Waltz? Non, c'est pas. Regarde, je vais faire une petite recherche Ouais, entre, fais une entre recherche en attendant. En fait, l'acteur a pas. Il avait commencé à tourner le film, justement, mais ça ne fonctionnait pas. C'était pas le ton que les réalisateurs voulaient. Donc, ils ont mis l'acteur principal dehors pour engager Michael J. Fox. Ils ont retourné plusieurs des scènes qui avaient déjà été tournées pour justement refaire, avoir une continuité là, logique pour le film. Et en plus, Michael J. Fox, en même temps, il tournait la série télé Family Tie. Donc, il devait, durant le jour, tourner les scènes de Family Tie. Et le soir et les fins de semaine, il tournait Retour vers le futur. Donc, il y a eu quelques mois là, très, très, très chargés mais ça y a valu justement, ça a valu la peine avec la méga star qui est devenue suite au Mais succès du film. tu le voyais tout de suite sur scène, là, Christopher Lloyd puis Michael J. Fox. Il y avait une chimie entre eux autres. Là, Ah, puis ça ils se l'ont encore, là. Dernièrement, on les a vus au Comic-Con, là, puis puis tu vois là, qu'il c'était c'est des belles une vraie. retrouvailles encore, là, tu sais, fait que... C'est ça. Ce que Eric Stoltz Eric Stoltz, n'avait voilà, pas. merci. C'est ça. Qu'est-ce qu'il n'avait pas avec Christopher Lloyd. Puis encore là, Christopher Lloyd, le rôle qu'il a incarné comme le professeur Brown, non? Doc Brown, Oui. là, c'était. Puis même si on s'entend, il n'a pas changé, ben, il n'a pas changé tant que ça. Là, sa différence de 1985 en 1955, je pense que la seule différence qu'il y avait, c'est sa coupe de cheveux qui est juste. C'est juste Ah oui, payé. oui, mais Mais il y a ben, je veux juste dire, la façon qu'il a interprété, c'est comme, OK, c'est vraiment deux personnes. C'est comme deux philosophies différentes à l'époque, mais il a bien camouflé. Fait que c'était. oui, ça avait bien marché. Bon, Excellent. on a fait un 2 pour 1 parce que tu as parlé, mais un 2 pour 3, c'est un pour 3. Oui. Ça, c'était j'ai parlé de Ton mon deuxième deuxième, film tu de as mon parlé de top ton 5. deuxième. Donc, Là, on est rendu à ton deuxième. OK, oui, je vais y aller. J'ai mon coffret ici de Rocky. Je ne pouvais pas Oui. faire un top de mes meilleurs films sans mettre Sylvester Stallone. C'est mon acteur préféré. Donc, j'ai choisi, en fait, dans le coffret, Rocky 4. Euh, en tant que tel, le premier, c'est un chef-d'œuvre, là. Ça, je ne vais pas le nier, mais je mets le quatrième parce que c'est lui que j'ai vu beaucoup plus souvent. Pour le rythme du film. Oui. À chaque fois qu'il passait à la télévision, quand j'étais plus jeune, je l'ai enregistré sur ma VHS, puis je l'écoutais. Même avec mon père, je me souviens de mon père, puis là, à la fin,
le dernier combat, on le commentait et tout. Là, on disait, ah, là, ça s'en vient, là, tu vas voir, là, il va se réveiller. Puis, je me souviens de ces moments-là. Donc, pour moi, il y a un côté aussi nostalgique pour Rocky IV. C'est un film purement commercial, là, je dirais, comparativement au premier Rocky. Mais je pense pas que je suis le seul non plus à avoir vraiment apprécié Rocky 4. J'ai pas vu la version. Ils en ont fait une nouvelle version dernièrement, je pense l'année Oui, passée. le Drago, Drago. la version du directeur de Drago, quelque chose Oui, du genre. Là, je l'ai pas regardé encore cette version-là. Il paraît qu'elle apporte beaucoup de choses, un petit peu, beaucoup de choses pour mieux comprendre certains éléments du film. Ça va venir à un moment donné, mais j'attends. Peut-être qu'un jour, il va sortir en copie physique. J'aimerais bien ça. Je l'ai pas vu encore en version physique. Mais peut-être qu'un jour. Mais Rocky 4, pour moi, est un film que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, il y a un petit côté nostalgique aussi pour ce côté-là. Es-tu fan de Sylvester alors, Stallone? regarde, si tu ne l'avais pas mentionné dans top 5, Ouais. Rocky 1 aurait été là, mais Rocky 4, ce que j'adore, c'est le côté culturel, c'est le montage parfait. Tu sais, il parle tout le temps d'un petit montage de Rocky, là, Ouais, son ouais. entraînement. Ah, la scène d'entraînement, c'est quand il. Oui, c'est ça. C'est. Si tu voyais la nuance là, entre Drago avec tout l'équipement moderne, puis l'autre c'était vraiment rustique son Ouais. affaire avec la grosse bûche sur le dos, puis c'était exagéré comme tout, mais c'était classique à l'époque, là, puis c'était ouais, c'est ça. C'est Rocky, pour moi, c'est le premier. J'aime le premier puis le troisième que j'aime bien. Le quatrième, il est là aussi, non? Ouais. Mais juste contre Clubber Lang, puis le premier, c'est, comme tu as dit, c'est simple. C'est quelque chose que tu vois que ça a été fait avec cœur. Il y a plus de cœur, disons. Oh, oui. Il y a un côté plus humain. Je ne veux pas dire humain, c'est à moins commercialisé. Ben, Puis, le premier, c'est Sylvester Stallone aussi qui avait écrit le scénario et il s'est battu aussi pour justement avoir le premier rôle parce que c'est MGM, je crois, qui voulait acheter les droits de l'histoire, mais il ne voulait pas Sylvester Stallone comme premier rôle, mais il s'est battu justement pour pouvoir rester là et ça lui a souri et en même temps créé une carrière carrément. Là, carrière, ouais. Puis on s'entend aussi avec le choix. Ce qui me manque du quatrième, c'est Burgess Meredith. Oui. L'entraîneur l'entraîneur de Rocky ou le pingouin dans le Batman avec la télésérie. Oui. Mais ça aussi, cet aspect-là, là, c'était. Qu'est-ce qu'il apportait? Il apportait un côté authentique au rôle. On dirait que vraiment que c'était un vieux entraîneur de boxe. Là, fait que, mais non, et je veux dire, côté nostalgique aussi, là, c'est Rocky 4. C'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma avec mon père aussi. Là. Alors, c'était quelque chose que, tu sais, ça rappelle des bons souvenirs, disons. Oui. Puis le 4 juillet, il jouait tout le temps à la télévision. C'était tout le temps un marathon, 1 à 4 là, pendant des années. Puis on savait que le 4 juillet, on écoute Rocky en fin de semaine. Fait, bon, cette journée-là, peu importe ça tombait, là, mais... Ouais. À l'époque où c'était pas nécessairement aussi accessible et on attendait les sorties quand ça passait à la télé. Là. Ouais, absolument. Oui. Puis on l'enregistrait sur la télévision, puis on arrêtait pour les annonces. Puis, oui, les pauses pendant les annonces pour les éviter. Oui, je me souviens de ça. Donc, parfait. Où est-ce que je suis? OK, mon prochain film. Mais tu sais quoi, en parlant de nostalgie, puis je sais pas, puis avec mon père, je pense que je fais un bon coup de pouce là-dessus, parce que le prochain, c'est Indiana Jones puis la dernière croisade. Oui. Alors, là, c'est deux de mes acteurs préférés avec Harrison Ford et puis Sean Connery, pour plusieurs raisons, mais ce film-là, c'était un petit peu un retour dans le temps, pas de façon de comme Back to the Future, mais on voyait un épilogue là, auquel on voyait un jeune Indiana Jones. Oui, le jeune au début, la première. Oui. Avec sa première aventure, si tu veux. Mais à l'époque, c'était sa première aventure, mais on a eu la télésérie plus tard du jeune Indiana Jones, les chroniques d'Indiana Jones. Mais non, ce film-ci, encore une fois, là, quand il passe à la télévision ou de quoi que ce soit, je pense que j'ai même acheté le livre après que j'ai lu. J'étais allé voir au cinéma juste pour le revoir dans ma tête avec des images quand j'allais au peu importe auquel on n'avait pas de télévision, tellement que j'ai aimé le film. Pour moi,
je pense que c'est le meilleur des Indiana Jones. Juste Ben, parce que c'est plus abouti, l'histoire oui. était plus fluide. Tu sais, c'était un retour. Là, il cherchait de quoi là, avec pour la coupe là, du La Coupe du Christ. ben, voyons, le calice là, Oui. pour son père, des affaires de genre. Il y avait sa croisade, puis après ça, il y avait une suite. Tandis que les autres sont un peu partout, puis c'est un petit peu plus long, ça s'étire. Mais celle-ci, là, tu vois, c'est un retour en Allemagne. Pourquoi ils sont retournés en Allemagne, des affaires de genre. Tu voyais qu'il y avait la relation père-fils n'était pas la meilleure dès le début, mais à la fin, ça s'étirait, ça finissait bien pour eux. Ouais. Il y a des scènes auxquelles que tu vois qu'il y avait une bonne chimie entre les deux acteurs, auxquelles que tu vois qu'ils, tu sais, comme, comment tu savais qu'elle était allemande? Ah, c'est à cause qu'elle parle dans son sommeil. Ah, pardon? C'est comme, OK. On passe à autre chose. J'aime beaucoup la scène quand ils sont attachés ensemble, puis que le feu, puis qu'ils se parlent, puis qu'ils se tournent la tête, là, c'est... Comme, quoi? oui, ça. Dans le foyer, d'accord. Ou quand Sean Connery est sur la plage dans l'avion, puis il y a un avion, là, un avion de chasse là, qui s'en vient, puis là, avec son parapluie, puis là, il donne une citation de Charlemagne ou peu importe. Là, fait que, c'est bizarre parce que tu voyais Sean Connery dans un rôle d'aventure, oui, mais qui incarnait pas son rôle de James Bond. T'sais, il était un petit peu maladroit, il n'était pas habitué à ce genre, mais tout le monde sur scène, c'est Sean Connery, là, il devrait être capable de se débrouiller. Puis non, il est pas là. Comment ça? Mais tu sais, il faisait contraste à ses rôles antécédents. Puis là, je parle pas de Darby O'Gill puis Little People là, de Disney là, qu'il a fait. Je sais pas si tu connais le film, mais peu importe. Je suis pas certain. Mais Darby O'Gill puis The Little People, c'est un des premiers films que Sean Connery a fait. C'est avec les petits, les Farfadets en Irlande. C'est un vieux film de Disney. Là, ça joue normalement pour la Saint-Patrice. OK. Je dis ça de même parce que je suis un fan de Disney aussi, pour ceux qui savent. Fait que... mais non, encore là. La dernière croisade, c'est tellement bien fait. L'histoire s'enchaîne. À l'époque, on pensait que c'était le dernier Indiana Jones. Est-ce que j'ai hâte pour le prochain, le 5e? C'est le 4e officiellement? 5e. On parle pas du 4e. OK, je comprends ce que tu veux dire, mais... Mais non, c'est pour le 5e là, qui devrait sortir l'été prochain. Alors, j'ai très hâte pour voir qu'est-ce qu'il y en est, pour voir Harrison Ford incarner le Fedora encore une fois et son fouet comme Indiana Jones. Exact. Puis en plus, le 3, c'est un film qui est très rythmé et beaucoup d'éléments de retour de situation aussi qui se passent dans cette histoire-là. Là, des choses qu'on on s'attend pas, puis ça change de... Exemple, justement avec la femme qui change de camp, mais tu sais, moi, quand que je l'avais regardé, je ne m'attendais pas à ça. T'sais. Fait que on est en train de divulguer certaines événements. Puis même au début de l'histoire, il y avait comment tu l'appelles, la personne qui mentionne que son père a été kidnappé ou peu importe. Ouais. J'oublie le nom de l'acteur, mais je sais qu'il jouait dans. Qui fait le méchant, là, qui fait le méchant du film. Mais on ne savait pas que c'était le méchant, on pensait que c'était juste la personne. Hey, ton père, tu devrais appeler mon père, c'est lui qui est l'expert en ça. On l'a fait, puis c'est lui qui s'est fait kidnapper. Ouais. Alors, on a besoin de ton aide pour aller le sauver. OK. Seulement pour découvrir, OK, je vole le punch, mais c'était lui le gros méchant dans toute l'histoire. Oui, effectivement. Mais là, quand le film est sorti en 1989, je crois que on peut quand même divulguer. Je peux voler le punch? OK. Oh, oui, on peut quand même. Parfait. Donc, on va passer au prochain. Je vais y aller avec mon coffret des films de Alien. Mais ici, c'est mon... c'est vrai, ici, c'est pas mon coffret qui contient tous les films de Alien, c'est juste Aliens, parce que c'est lui que je veux parler. Le 2e chapitre. Le premier est vraiment très, très bon, là, réalisé par Ridley Scott. Le premier qui est vraiment le suspense, l'horreur du film est excellent dans le premier. Mais le 2, James Cameron a tellement réussi à ramener la franchise et à l'emmener dans une autre direction.
en l'emmenant carrément dans un film d'action de science-fiction. J'adore ce film-là. De voir autant de xénomorphes un peu partout, ça en est jouissif là, à certains moments, les combats, voir les Marines se faire botter le cul carrément. Là. Je l'ai regardé de nombreuses fois et j'ai vraiment aussi été content. À l'époque, j'avais réussi à avoir la version sur Laserdisc et que c'était la version Special Edition avec des scènes supplémentaires, notamment qui me permettait d'en découvrir un peu plus sur le passé des Ripley. C'est pourquoi que si proche de Newt, aussi pourquoi qu'elle veut tellement la protéger, qu'on comprend plus avec ces scènes supprimées-là qui ont été incluses au montage. Et une des scènes qui m'avait vraiment marqué, c'est à un moment donné, quand les Marines vont comme se barricader, puis vont faire un peu l'inventaire de qu'est-ce qu'il leur reste comme munitions, comme armes. Il y a une des scènes supprimées, justement, que c'était deux, on pourrait dire, mitraillettes qui sont automatiques, qui détectent justement les mouvements et qui tirent. Ces mitraillettes-là sont seulement dans la version Special Edition. Puis, c'est le moment justement que on les voit un petit peu à un moment donné, c'est qu'ils sont barricadés, puis là, les aliens arrivent, puis là, on entend les mitraillettes partir, tire, ça tire, ça tire. Puis là, à un moment donné, c'est le stress que tu entends, puis là, à un moment donné, il n'y a quasiment plus de balles, puis à un moment donné, tu n'entends plus rien, puis là c'est la panique, puis là, ils disent, ben, il arrive, là, tu sais, là, c'est... J'adore cette scène-là. Là. C'est une de mes scènes préférées du film. Puis pour la tension qu'elle apporte, là, justement. Mais oui, j'avoue, Sigourney Weaver, aussi dans ce film-là, elle a prouvé comme quoi que c'est le terme badass, là, lui va très, très bien. Fait que, oui. Donc, c'est quoi, je veux dire, honnêtement, là, Aliens, de tous les Aliens, Alien et Aliens, puis les autres films, là, Aliens 2 est de loin mon préféré. Oh, oui, c'est vraiment un très bon film. Puis, pas ironiquement, mais le troisième, Alien 3, la version présentée au cinéma est moyenne. Mais la version Special Edition qu'ils ont faite, avec une demi-heure à peu près de plus de scènes, ça en vient un excellent film. Si tu ne l'as pas vu, cette version-là, ça présente même parce que dans la version cinéma, c'est le Alien, il naît à partir d'un chien. Tandis que dans la version Special Edition qu'ils ont fait, il naît à partir d'un bœuf. Puis il y a plein de scènes de plus qu'ils ont ajouté. À un moment donné, dans le troisième, on ne le voit pas, mais dans les scènes de plus, ils capturent le alien. Puis, mais je ne veux pas expliquer tout ce qui se passe par la suite, mais c'est vraiment, vraiment une très bonne version aussi pour le troisième. Là. La version allongée, là, elle vaut la peine aussi. Mais ça reste quand même que le 2 pour moi est mon préféré. Voilà. Donc, on continue. Il nous en reste deux chaque, je crois. Il m'en reste deux. Le prochain, c'est l'édition de... Ben, c'est un roman qui a été changé en film, comme plusieurs, mais celui-ci, c'est de Stephen King, de Shawshank Redemption. Wow, j'adore. Fait que, encore une fois, ma liste est plus ou moins sur des films que si jamais que ça joue à la télévision, je dois tout arrêter pour l'écouter. Celle-ci, là, est de loin en large un film que j'écoute. Même si je connais le punch, même si je l'ai vu à plusieurs reprises, je suis toujours passionné du comment qui s'est fait pour s'en sortir, la réaction des gendarmes là, ou les brigadiers ou peu importe, quand ils voient qu'il s'est évadé, la chimie entre Morgan Freeman et Tim Robbins. On s'entend que c'est le film que Morgan Freeman a commencé de faire sa narration pour tout ce qu'il fait maintenant. Mm-hmm. Mais non, c'est
je sais que au pire, c'est qu'au cinéma, c'est pas le film qui a remporté le meilleur film. C'est le film qui a peut-être eu le moins de codes d'écoute. C'était même pas profitable. Ben, c'était profitable, mais pas autant qu'il pensait. Mhm. Mais la raison m'échappe personnellement. Peut-être c'est à cause de le titre que personne ne pouvait prononcer. Mais Shawshank Redemption, là, c'est pour moi, c'est un chef-d'œuvre de A à Z. Encore là, c'est un autre film auquel que j'ai lu, que j'ai acheté de roman puis j'ai lu à plusieurs reprises juste parce qu'il est tellement, Ah bien oui, fait. l'histoire est captivante. Ça se passe tout en douceur, mais on reste Ouais. accroché à l'histoire, puis on veut voir qu'est-ce qui se passe, puis tous les petits On éléments qui s'investit présentent. tellement, on s'investit tellement dans les personnages, même des Ah, personnages secondaires. mhm. Même le vieux le vieux qui ça fait longtemps qu'il est en prison, puis finalement il se fait libérer. On veut savoir, ben voyons, il était pas si méchant que ça, même s'il avait fait de quoi, là, tu Ouais. sais. C'était le C'est triste bibliothécaire. qu'est-ce qui arrive aussi, tu sais. Euh, puis, tu sais, je veux pas le dévoiler, là, mais c'est quelque chose de triste aussi, qu'est-ce qui arrive Oui, par la suite. Puis non, non, c'est touchant, émouvant comme film à plusieurs occasions et pas nécessairement pour juste les personnages principaux. Là. c'est ça. Les secondaires sont bien intégrés à l'histoire. Là, donc, Ouais. bien Fait d'accord. que, ouais, Shawshank the Redemption, Excellent. incontournable. C'est à mon tour. J'y vais avec L'arme fatale. Donc, j'y vais. En fait, ça, c'est le coffret qui contient les 4 films, mais je veux spécifier que moi, je dirais mon préféré, c'est le troisième. Oui. Pas, nécessaire- pour, pas nécessairement, oui, le un, le 2 sont très, très bons, mais le troisième, il me semble, la chimie est tellement. Déjà, oui, elle est là pour les deux premiers, mais la chimie dans le troisième, c'est entre Mel Gibson et Danny Glover, est tellement là, on sent qu'ils se font des jokes entre les personnages, mais aussi, on dirait que même les acteurs, on dirait ils se font des jokes pendant le Le film, tournage. pendant que tu le regardes, le tournage, c'est super, très très bon. J'adore cette histoire-là aussi. L'histoire est bonne. Le, aussi le fait que René Rousseau fait partie également de l'histoire pour un côté romantique. Joe Pesci qui est, qui est tordant à Oui. voir dans le troisième qui est rendu agent immobilier. Donc, c'est vraiment très, 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 très drôle. Qui aussi, c'était pas une habitude, mais il y a une scène post-générique dans le troisième, ce qui se faisait très rarement à l'époque. Et une petite scène juste drôle qui fait référence justement à la scène d'origine, la première scène du film, là, lorsque les Riggs et Murtaugh sont dans un stationnement et qu'ils essaient de désamorcer une bombe. Ils font justement une référence à cette scène-là à la fin, après le générique. Ça dure peut-être 15-20 secondes, là, mais c'est vraiment très, très drôle. Et donc, puis en plus, à l'époque, je l'ai vu tellement souvent parce que c'est le moment que mes parents s'étaient abonnés à Super Écran et que le film jouait en boucle à Super Écran. Donc, disons que je l'ai regardé vraiment à plusieurs occasions, le troisième. Là. Donc, j'aimais bien ça. Donc, quand on regardait le guide puis qu'il jouait, OK, il joue demain, il joue après-demain, après-demain. C'était vraiment un bon moment. Ça me donne, on va dire, c'est des très beaux souvenirs aussi pour moi. Puis en plus, c'est un très bon film. Fait que pour moi, voilà. Toi, Oui. t'aimes ça les. Ah, la Arme fatale 1, 2, 3, 4. J'ai bien hâte Le- de voir le cinquième. Là. oui. Le 4 est peut-être un peu plus faible, je dirais, au niveau de l'histoire, là. Et tout, Mais il était fait, le quatrième, je pense que quand il a été fait, c'était vraiment c'était vraiment comme un remerciement aux fans là, pour dire regarde, merci pour nous avoir écoutés. On est ici pour un dernier hurrah. ouais, c'est une Voici belle Jet finale, là. Li. Le quatrième offre une belle finale. Ça, C'est ça. c'est ça. Mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le cinquième, parce que je sais que ça fait des années qu'ils en parlent. Ouais.
Mais, ouais, L'Arme Fatale, moi, encore. L'original, tu voyais vraiment pour Riggs là, vraiment perdre la boule, puis on se doutait de son caractère, si tu veux. Puis là, comme avec le troisième, comme tu dis, c'est là où est-ce que tu voyais Murtaugh et Riggs, c'était vraiment là, c'était une fusion là, de Une personnalité. fusion. Là, tu voyais, Puis l'humour aussi que dans le troisième. Puis ouais. c'est là aussi que j'ai essayé de manger des biscuits pour chiens. J'ai goûté. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi, allez voir le film, vous allez Ouais, comprendre. bon, mais on en dit à mon dernier choix. Oui, Unforgiven. oui. Avec Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, encore une fois, puis Richard Harris. Pour moi, de tous les westerns, c'est peut-être le western parfait. Parce que tu vois, la grande majorité des westerns, c'est un bon contre le méchant, mais il n'y a jamais de nuance, c'est bon, méchant. Ici, il y a une nuance. On voit que il y a le côté humain dans chacun des personnages. On voit que le personnage incarné par Clint Eastwood, on le perçoit comme c'était une bonne personne, mais à un moment donné, ce n'était pas une bonne personne. Là, il était un vilain en soi. Pareil comme le shérif qui est Gene Hackman. Gene Hackman, c'est le shérif. Il devrait être, entre guillemets, la personne là, qui est droit, rigide, tout le kit. Oui. Mais tu vois que dans le fond, c'est peut-être la personne la plus cruelle dans le film. Mais pour juste Gene Hackman dans ce film-là, encore une fois, je pense que c'était le rôle de sa carrière. Parce qu'il y a une scène avec Morgan Freeman auquel tu veux juste, tu le détestes tellement qu'il est bon à ce qu'il fait. Mm-hmm. Parce que, mais ouais, Unforgiven, trame sonore, la musique, la performance des acteurs, c'est sur un autre cran. Pour moi, c'est aussi le meilleur film de Clint Eastwood. Il a fait des excellents films, mais celui-ci, de loin, là, je pense que c'était son apex là, de toutes ses. Je pense que c'était un de ses derniers westerns qu'il a fait, à moins que je me trompe. Je crois que c'est oui, il me semble. À moins qu'il en ait fait un dernièrement, là, je pense que. Mais c'était pas vraiment western, western moderne qu'il a fait dernièrement, je crois. Dernièrement. Mais au point de vue western avec le Good and Bad and Ugly et tout ça, là, son Unforgiven, c'est. Pour moi, encore une fois, là, c'est sur un autre cran. J'adore les westerns. J'en ai pas mis dans mon top, là, mais j'adore les westerns. Puis celui-là, je l'ai peut-être vu 2 fois. Je ne l'ai pas nécessairement vu. C'est pas celui que j'ai vu le plus souvent. Mais je l'ai dans ma collection. Là. Je pense que tu me donnes envie. Je vais me le retaper. Il ne sera pas là. Je pense que ça vaut la peine. Mais je me souviens que j'avais eu des bons souvenirs, mais je veux dire, je ne l'ai pas vu assez souvent. On dirait qu'il ne m'est pas resté imprégné toute l'histoire. Donc, en le regardant de nouveau, je pense que je vais redécouvrir en même temps l'histoire. Tu sais, juste la scène de Morgan Freeman et Gene Hackman, c'est assez pour dire. Tu peux même voir un regard de peur, si tu veux, dans les yeux de Morgan Freeman. Non. Comme tu vois qu'il est même plus comédien à ce moment-là, il est juste son regard à l'arrière, c'est comme qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas me faire? Là, il est tellement. L'intensité de Gene Hackman dans ce film-là, là, il est juste. Regarde, je suis bouche bée, j'essaie d'y penser, là, je suis même ému d'y penser. Parce qu'on s'entend, c'est. Western, t'avais la cruauté envers les humains, peu importe, là. C'était. Ouais. Puis tu vois cette cruauté dans sa façon de faire. Puis tu vois qu'il n'y avait aucun regard pour. Il n'y avait aucune empathie pour. Voici la loi, c'est la loi. Mm-hmm. Si tu vois contre la loi ou si tu vois contre moi, c'est fini. C'est comme, voyons, il y a de l'ambiguïté, là, mais. Ouais, Unforgiven. Excellent. Très, très bon choix qui me donne envie, comme je l'ai dit, de le regarder de nouveau prochainement. J'y vais avec j'ai rendu un classique qui a réussi à surpasser, encore une fois, l'original. Je parle de Terminator 2, T2, donc avec Arnold. C'est déjà le 1, c'est un très bon film. On sentait que l'histoire est excellente, mais que le budget n'était pas nécessairement là. Mais qu'avec le 2, il a réussi à faire évoluer, les effets spéciaux. Je veux dire, il y a des effets spéciaux qui.
même après tant d'années, qui tiennent encore la route. Là. Absolument. Puis l'histoire est tellement bonne qu'on sent qu'il y a tellement de profondeur qu'il a réussi à ramener un méchant, mais à y donner comment je faisais une nouvelle voix carrément au personnage. Comme, peu importe. Là. On pense à Arnold Schwarzenegger, on pense à Terminator automatiquement. Là. Donc, c'est pour moi un très très bon film. Et en plus, comme que tu disais un peu en début de vidéo, la thématique du voyage dans le temps est encore est présente ici. Et c'est vraiment. Je dirais pas. Mais le premier met les bases, explique qu'est-ce qui se passe dans le futur et tout. Parce que dans le premier, il y a beaucoup de flashbacks qui se passent dans le futur. Pas nécessairement, un petit peu dans le 2, si je me souviens bien, mais pas beaucoup comparativement au premier. L'histoire est beaucoup plus centrée au présent de cette époque. Mais ça fait un très, très bon film. Et il n'y a pas de longueur. Même les moments qu'il n'y a pas d'action, ça permet de développer les personnages, de comprendre leur motivation et tout. Et puis quand on se dit vers où il s'en va, puis quand, là ensuite qu'il décide d'aller voir le créateur de la puce, ça s'appelait pas encore Skynet, là, ça s'appelait pas, comment que ça s'appelait la compagnie qui a créé la puce? Pas E-Corp. Cyberdyne? Oui. Cyberdyne, hein? Donc, puis quand ils vont là, puis je veux dire, que le jeune John Connor exige au Terminator de ne jamais tuer personne. Et justement, une des scènes où tous les policiers sont dans le stationnement, qui tirent partout, puis ça prend le temps de prendre le temps justement de mettre une scène que le Terminator détecte puis qui dit il n'y a aucun mort. Là, c'est ce genre de petits détails-là qui fait que ça en est un chef-d'œuvre. Et en plus, j'ai vu dernièrement une séquence comme quoi que c'est une des scènes les plus dangereuses qui a été tournée et dans ce film-là. C'est la scène où le T-1000 pourchasse Sarah et John Connor qui se sauvent, je pense que c'est à ce moment-là, qui se sauvent de l'asile. Et que le. Non, non, excuse, c'est pas. Je me suis trompé, c'est pas à ce moment-là. C'est quand ils sont dans C'est quand le. ils sont dans l'hélicoptère que je veux dire, c'est après justement Cyberdyne. Je me mélangeais. Et que l'hélicoptère passe en dessous, en dessous d'un genre de tunnel, un pont, en dessous d'un pont, en fait. Et que cette scène-là a vraiment été tournée. Et même pas qu'une fois, deux fois pour que James Cameron ait deux angles différents pour le film et que c'est lui, les caméramans ne voulaient même pas la tourner, ils trouvaient ça trop dangereux. C'est James Cameron qui est en arrière de la caméra à ce moment-là pour tourner ces scènes-là. Et c'est une des scènes les plus dangereuses parce que je pense qu'il n'y avait même pas un mètre entre les hélices et le toit. Là, ça aurait pu tuer carrément le pilote. Mais c'est vraiment une scène. On regarde, elle a l'air anodine de même, mais quand tu vois comment elle a été construite, cette scène-là, tu dis wow, c'est quelque chose de spécial. Là, fait que, puis, ça aussi, c'est un film qui a une très belle fin. Ça aurait pu carrément finir là. Et Entièrement d'accord. puis, sans nécessairement avoir les autres suites, puis ça aurait fait une belle conclusion. Ben, c'est normal, avec le film, il y a eu tellement de succès. Ils ont voulu continuer la franchise, l'argent que ça peut rapporter. Le 3, je le trouve quand même correct. C'est juste qu'il est trop semblable au deuxième. Ouais. J'ai aimé la dans voyons, Avec je pense Christian Bale ouais versus
Insurrection? C'est Insurrection? Je me souviens même plus du titre du Je quatrième. pense que oui. Je trouvais super intéressant la thématique d'aller vraiment dans le futur maintenant, puis que Et voir John Connor. John Connor plus vieux. Et je voulais dire aussi, même le troisième, j'adore la scène finale du troisième OK. où justement Skynet commence à bombarder la planète puis qu'on voit les missiles partout. Je trouvais ça cool comme scène. Tu sais. Mais là, si on revient après Genesis, il y a des bonnes idées, mais c'est parce qu'il y avait, comment je peux dire, il y avait tellement dévoilé de punch dans la bande-annonce que ça en venait décevant dans le film. Là, tu sais. Puis, c'est quoi le dernier avec la Linda Hamilton quand elle a fait son auto? C'est Dark Fate. Dark Fate. Moi, qu'est-ce qui m'a dit? Je veux pas le dévoiler là, parce que là, il est quand même assez récent là, comme film, mais qu'est-ce qui se passe avec John Connor? Ça m'a carrément déçu là, à ce niveau-là. Fait que il y a certains événements intéressants dans le film, mais loin du chef-d'œuvre du deuxième. Là, mais pour moi, Terminator 2 est quand même ici un classique. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait chacun des top 5. Avec Terminator 2, on peut quasiment se dire hasta la vista. Oui, c'est bon, c'est bon. Bonne finale. Oui, effectivement. Donc, c'est super de fun. On devrait en faire un autre. On va l'en faire. On va se trouver d'autres sujets. On va se faire d'autres top 10, là, c'est certain. Fait que, merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé, mais n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, laissez des commentaires. Dites-nous justement, est-ce que vous avez aimé qu'on fasse un top 10? Si vous avez aimé ça, prenez le temps de l'indiquer, ça va nous encourager peut-être en faire de nouveau. Donc, en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. À la prochaine. Bye, Cliff. Salut, Sébastien.